Effectivement, quand on parle de finance islamique, on parle surtout d'éthique, et on ne fait pas forcément le parallèle entre l'éthique et les crypto-monnaies. Pourtant, ce soir, on a la chance d'avoir des entrepreneurs de la crypto-monnaie et qui ont réussi à intégrer l'éthique au sein de leur solution. Alors, on va leur demander comment ils ont fait. Monsieur Le Petit, est-ce que vous pouvez commencer à nous expliquer comment vous avez réussi à intégrer l'éthique dans votre solution, s'il vous plaît? Alors déjà, je voulais dire que j'ai trouvé les échanges très intéressants dans ce qui a été dit, et je vais me placer justement du côté du porteur de projet. Parce que beaucoup vont se poser la question de est-ce que je dois investir sur les crypto-monnaies? Et de ce qui ressort de cet échange, déjà la première question en tout cas la première affirmation que vous pouvez établir, c'est qu'il existe une infinité de crypto-monnaies. Et c'est pas un choix qui est binaire. C'est pas parce qu'il y a des avis qui sont donnés sur le Bitcoin que ces avis concernent toutes les crypto-monnaies. Chaque crypto-monnaie, j'ai envie de dire presque en dehors de Bitcoin, mais Bitcoin n'y échappe pas, chaque crypto-monnaie dépend de l'intention d'un créateur, d'un instigateur, de quelqu'un qui a voulu donner de la valeur à ce token. La crypto-monnaie, c'est finalement la marque, alors que la blockchain, qui est souvent d'ailleurs identique, ce sont souvent les mêmes blockchains qui sont utilisées, qui sont d'infrastructure, eh bien, les blockchains, c'est le moteur qui est à l'intérieur. On peut avoir un moteur qui est parfaitement licite, ou en tout cas qui porte des intentions qui sont louables, et on peut avoir un porteur de projet qui a lui-même des intentions qui sont louables, mais on peut aussi, et c'est malheureusement la grande majorité des cas, des porteurs de projets qui ont des intentions qui sont essentiellement pécuniaires. Et on le voit, mais c'est aussi le revers de la médaille de cette extension de marché et cette extension de cette technologie, c'est que l'appel de l'argent appelle aussi des porteurs de projets qui y voient une opportunité financière. Et malheureusement, beaucoup, dans certains cas de figure, sont amenés à y laisser des plumes. Certains y gagneront beaucoup, mais en général, beaucoup perdront, et ceux qui perdent, on les entend peu. Maintenant, si je reviens à la question de Retrib et du projet que je porte, c'est parti d'un constat très simple. Je suis pas du tout financier à la base. Je suis un entrepreneur, je suis un citoyen qui est un enfant de la crise, entre guillemets. J'ai pris de plein fouet la crise de 2008, la crise des subprimes qui, au moment où j'entre sur le marché du travail, s'abat sur l'Occident et en tout cas les pays qui étaient les plus concernés. Et à ce moment-là, je prends conscience que la finance qui nous a plongé dans cet abysse n'a retenu strictement aucune leçon de ce qui venait de se passer, et qu'au contraire, on avait maintenu, peut-être à part en Islande, on avait maintenu globalement les mêmes acteurs à la tête des mêmes institutions pour, show must go on, continuer à mettre en place les mêmes mécanismes qu'auparavant. Et en 2017, j'avais déjà commencé à mettre un pied dans la blockchain. Je m'y étais intéressé comme beaucoup à travers le Bitcoin, qui est en général la porte d'entrée. Et quand on commence à se renseigner, on a facilement tendance à tomber dedans. Mais surtout, j'ai compris que la blockchain, c'était un formidable, c'est un formidable remblai. Warren Buffett parle de douves autour des industries. On crée des douves les plus profondes possibles pour essayer de conserver des pouvoirs de marché. Eh bien, la blockchain, c'est un remblai. Un peu comme le mycélium, vous savez, ce champignon dans les forêts qui vient renouveler, régénérer la terre et qui sert à finalement composter absolument tout ce qui tombe d'organique. Eh bien, de la même manière, la blockchain permet de s'affranchir d'un certain nombre de barrières à l'entrée. Et en 2017, je suis avec un ami, je vais chercher une pizza à Bordeaux. Vous voyez, des fois, les idées viennent de choses très anodines. Et en fait, on refuse ma carte bleue alors que la pizza coûte 14 € et on la refuse en dessous de 15 €. Aujourd'hui, ça paraît complètement lunaire, mais il y a encore quelques temps, c'était le cas dans n'importe quel café parisien. Et là, je comprends deux choses. La première, c'est que le paiement, c'est l'acte économique qui est au cœur de tous les échanges. C'est ce qui nous lie tous à cette industrie, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche. On est tous directement lié à cette industrie par le paiement. Et pourtant, c'est une industrie qui est particulièrement opaque et complexe. La deuxième chose que je comprends, c'est que derrière ce refus catégorique du commerçant, il y a des frais. Des frais qui, pour moi, en tant que consommateur, sont quasiment invisibles, indolores, alors qu'en réalité, bien évidemment, tous les commerçants les répercutent dans leur prix de vente. Mais systématiquement, à chaque transaction, il y a des frais. Et en creusant progressivement, je me rends compte très rapidement que on parle de 1093 milliards de transactions numériques d'ici 2023. Et je pense que ces projections qui datent de 2019 sont considérablement à revoir à la hausse après la pandémie. Donc en fait, on parle d'un marché qui est gigantesque,
tous les acteurs veulent leur part de gâteau, les GAFAM en tête, mais il n'y en a aucun qui est prêt à remettre en question la recette même du gâteau. Donc on est sur des industries et des systèmes rentiers qui sont pourtant au sommet de la symétrie entre impact sur le monde et prise de responsabilité sociétale. Donc à chacune de nos transactions, on enrichit, on engraisse les mêmes acteurs qui sont paradoxalement, alors qu'il y a une prise de conscience collective vers une consommation plus éthique et plus responsable, on veut tous acheter une pomme biologique, sans OGM, et on espère que le producteur soit correctement rémunéré par Carrefour. On veut tous avoir un what responsable entre les mains. Paradoxalement, le how, le comment on l'achète, lui, il est aux antipodes de ces valeurs parce que systématiquement, on va enrichir des acteurs qui, eux, ne remplissent pas cette prise de responsabilité sociétale-là. Donc là, le projet que j'ai porté, il a consisté à développer le premier moyen de paiement qui va s'inscrire comme un maillon de cette chaîne de consommation responsable et de proposer un moyen de paiement qui va venir concurrencer des acteurs comme Visa, Mastercard, PayPal, qui prennent des commissions et toutes les banques qui y sont associées dans la transaction numérique, qui va venir s'y substituer. Et pour y parvenir, on s'appuie sur deux piliers. Le premier, c'est la tokenisation de la transaction. Et donc, pour pouvoir s'affranchir de ces acteurs-là, on tokenise la transaction via ce qu'on appelle un réseau de stablecoin multilocal. C'est un peu complexe, mais en gros, c'est un token qui a la valeur de l'euro à Paris, un autre qui a la valeur de la livre à Londres, etc., etc. Donc, il n'y a pas d'effort de conversion pour l'utilisateur. J'ai aucune envie que mes cousins, ma mère, mes tantes se mettent à utiliser des wallets, des clés privées, des sites phrases, etc. Non, je veux leur rendre ça très accessible. Et derrière, la particularité de mon modèle, c'est que sur chaque transaction numérique qui est opérée à travers Retrieve, sur les commissions qui sont prélevées, il y en a systématiquement un tiers qui va être redistribué à des projets, au financement de projets socio-environnementaux. Ça ne doit pas coûter 1 centime de plus à l'utilisateur. Par contre, l'institution financière qui est derrière, elle s'engage systématiquement via ce qu'on appelle un social smart contract à redistribuer un tiers de ses revenus. C'est plus le paradigme du as much profit as possible, c'est le as much profit as possible to share. Et ça, c'est un changement qui est extrêmement profond. Parce que non seulement on implique toutes les parties prenantes, l'utilisateur c'est gratuit, mais il choisit les projets qu'il a envie de soutenir, mais c'est l'institution financière qui va les financer. Donc on peut tendre dans l'absolu vers une croissance infinie, non pas que j'ai envie que le marché des paiements croisse, je préfère plutôt parler de redistribution de ce marché. Par contre, et c'est là où c'est intéressant, c'est que j'ai envie que l'ensemble des utilisateurs demain puissent avoir un système de paiement qui s'intègre dans cette chaîne de consommation responsable et que l'intermédiaire financier, s'il a une croissance infinie, il corrèle sa performance commerciale avec sa contribution sociétale. Donc effectivement, c'est une démonstration en direct de la puissance de la crypto-monnaie. Effectivement, c'est une alternative qui est essentielle à l'heure où le système financier peut être parfois assez poussif. Donc même question, s'il vous plaît, Monsieur Le Floch, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous avez également intégré cette notion-là dans votre entrepreneuriat ? Oui, moi je suis entrepreneur comme conseiller sur les problématiques plutôt de haut du bilan au niveau des blockchains, des CBDC, des digital monnaies. Je travaille sur le sujet depuis assez longtemps. Et comment intégrer de l'éthique ? Déjà par l'intention. Il y a quelqu'un qu'on connaît qui est assez proche dans le réseau, c'est Stéphanie Flachet qui travaille dans ces sujets-là. Elle dit toujours ça dépend de l'intention. Et ce que j'ai pu comprendre aussi au travers des spécialistes religieux qui mettaient en avant ces éléments. Donc, cette intention, on peut, d'éthique, grâce aux technologies blockchain et aux cryptos, on peut l'exposer ou à un niveau microéconomique, ou à un niveau médian, ou à un niveau macroéconomique. Moi, je l'essaie de m'inscrire plus au niveau macroéconomique, au niveau des banques centrales et au niveau de la création monétaire, avec une vraie problématique qui est que pourquoi on crée de la monnaie, qu'est-ce qu'elle doit être, quelle doit être sa définition, et pour faire quoi. Et donc, ces questionnements-là, dans le capitalisme historique, on se les posait assez peu parce que la monnaie, c'était de la monnaie, c'était une unité de compte, ça avait d'autres propriétés, mais on n'avait pas les smart contracts et toutes les technologies qui permettent de donner des propriétés ad hoc à la monnaie. Donc c'est vrai qu'au début du développement du Bitcoin, par exemple, il y a eu ces notions de colored coin, donc de monnaie colorée qui apparaissent, avec aujourd'hui, comment ça se traduit par est-ce qu'il faut créer des monnaies environnementales, est-ce qu'il faut créer des monnaies sociales,
Et j'ai même envie de dire, est-ce qu'il faut créer des monnaies égalitaires comme inégalitaires? Parce que finalement, l'éthique, ça dépend aussi de ceux qui la portent. Hein, elle est diverse en fonction de chacun. Mais je veux dire, il y a vraiment cette capacité de réflexion au niveau du très haut bilan du capitalisme sur ce type de problématique. Et cette réflexion a lieu, mais elle est liée, paradoxalement, à la fin des fins, à des questions profondément religieuses. Dans les réseaux qui tiennent, c'est pour ça que ces échos sont très intéressants, et à une notion très importante de pouvoir. Qui tient le pouvoir et quelle est l'intention du pouvoir, au-delà du fait que tout type de changement est toujours long à réaliser. Et donc cette éthique, si il y a un écosystème crypto aujourd'hui qui met en concurrence le système financier classique, en tout cas marginalement, disons de manière modeste, mais il y a vraiment une réflexion de fond qu'est-ce que cet écosystème crypto lui-même, sur beaucoup de points, il n'est pas éthique, mais en tout cas, il donne la possibilité au système financier classique et historique de s'interroger sur des questions de fond et de technologiquement y répondre et peut-être politiquement y répondre. Donc concrètement, ça s'inscrit dans quoi? Dans les réflexions qu'il y a aujourd'hui sur de la croissance complémentaire, green, verte, sociétale. Est-ce qu'il faut ce type de croissance? Est-ce qu'il faut de la décroissance, de la croissance décroissante? C'est-à-dire une capacité à gagner de l'argent, à produire moins, par exemple. Ça, c'est vraiment des sujets ça aurait été impossible à réaliser sans les blockchains. Est-ce que on peut donner un certain nombre de propriétés à la technologie blockchain dans un certain nombre de domaines qui nous concernent? Est-ce qu'on peut faire du ciblage monétaire au niveau microéconomique qui soit corrélé à une volonté politique derrière ou de financement ou de développement d'un secteur économique? Enfin, l'ensemble de ces éléments-là peut être répondu. Et pour revenir à la finance islamique, il y avait historiquement un certain paradoxe, à mon sens, je suis pas du tout expert du sujet, mais à partir du moment où vous avez une banque centrale qui est la Fed, qui impose un certain nombre de logiques, qui va émettre de la monnaie, qui elle-même nécessite un taux d'intérêt directeur qui de facto va s'exposer dans l'ensemble de l'économie, et que des notions de croissance, des notions de spéculation à travers des places de marché qu'on connaît, traditionnelles, les très grandes places de marché, et d'incertitudes très fortes, et on le voit souvent, ces notions aujourd'hui, elles peuvent être totalement redéfinies, et il y a vraiment un champ des possibles de ce point de vue-là pour faire une vraie finance éthique et pas un washing comme on a pu le voir historiquement, parce qu'il y a une contradiction, un nœud gordien entre le fonctionnement, la définition de la monnaie au niveau des banques centrales et la manière dont elle est diffusée, et quelque part la philosophie noble de la finance islamique, mais qui peut pas s'exprimer pleinement. Et aujourd'hui, elle pourrait s'exprimer pleinement. Merci beaucoup. Ce que je retiens particulièrement, c'est l'intention qu'on a quand on fait un projet. Et quand on parle de monnaie, on parle de pouvoir, un pouvoir géopolitique, comme le rappelait M. Benouadi, notamment celui du dollar, par exemple. Et l'intention, elle est vraiment au cœur de la réflexion. Hein. On peut en faire ce qu'on veut, donc on peut en faire des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et justement, j'en profite pour poser la même question à M. Haro. Est-ce que vous m'entendez ? La question de l'éthique, en ce qui concerne mon activité, alors qui est très très jeune, sur du consulting, j'ai pas lancé moi j'ai pas une entreprise où je vends quoi que ce soit entre guillemets. Je propose de la connaissance. Je crois qu'avant de parler d'éthique, il faut déjà être en capacité de comprendre ce sur quoi on investit ou ce vers quoi on a envie d'aller. Et quelque chose qui m'a frappé dans le système financier actuel, c'est la méconnaissance d'une très très grande partie de la population sur comment ça fonctionne. Et il me semble qu'il est très difficile de savoir si quelque chose est éthique ou pas, si déjà vous ne le comprenez pas. Donc ça, c'est la première chose. C'est déjà, avant même d'ailleurs d'apprendre à savoir est-ce que les crypto-monnaies sont éthiques ou pas, je pense qu'il faudrait se poser la question de savoir est-ce que le monde financier actuel dans lequel nous vivons, est-ce que les règles les règles qu'on nous impose aujourd'hui dans le système financier, est-ce que ces règles sont déjà éthiques? J'ai de gros doutes là-dessus actuellement, en tout cas depuis 3 ans où je fais mes recherches. En gros, nous sommes tous en train de participer à un jeu, le jeu de la vie, entre guillemets, sur laquelle on nous impose des règles. Alors, la première chose, c'est de les comprendre. Est-ce qu'on a bien compris les règles du jeu? Quand j'entends parler de la Fed et de la BCE, bien en fait, les règles du jeu, elles changent assez régulièrement et on est tous impactés par ces règles du jeu. Dans la crypto-monnaie, je pense qu'avant d'aller investir ou avant d'essayer de participer à ces différents réseaux, il faut avant tout comprendre.
comprendre quelles sont les règles du jeu. Si les règles du jeu de Bitcoin, par exemple, sont qu'il n'y a pas eu de prédistribution à qui que ce soit, c'est-à-dire que n'importe qui peut aujourd'hui acheter des Bitcoins et il n'y en a pas qui ont été favorisés par rapport à d'autres, ce n'est pas le cas de la très très grande majorité des autres projets. La très grande majorité des autres projets voient leur part, si vous voulez, qui ont été prédistribuées. Et donc, du coup, il est, à mon avis, primordial de comprendre, lorsqu'on se lance sur un projet, de savoir quelle a été, par exemple, la distribution. Quelle est ce qu'on appelle la tokenomics du coup, en crypto-monnaie, quelles sont les règles économiques qui vont régir cette nouvelle monnaie, que ce soit, on peut citer Ethereum, Cardano, Solana ou tout ce que vous voulez. Le but du jeu, entre guillemets, hein, même si c'est un jeu qui peut coûter très très cher, c'est de bien comprendre ces règles-là. Et en gros, moi, le côté éthique, je le place sur le fait de me dire que il faut que les gens, n'importe quel citoyen, soient en capacité de comprendre ces règles du jeu. Mais en fait, aujourd'hui, dans le système financier actuel, je pense qu'on fait tout pour cacher ces règles du jeu à la grande majorité de la population. Et ça, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Et je pense que la crypto-monnaie a au moins eu le mérite d'apporter ça. C'est-à-dire que les gens qui se sont intéressés aux crypto-monnaies ont commencé à s'intéresser à comment fonctionnait le système dans lequel nous vivons actuellement. Système pour lequel nous n'avons jamais eu le choix. Nous n'avons jamais eu le choix de nos monnaies, en tout cas pas à ma connaissance. Alors qu'aujourd'hui, nous avons maintenant à notre disposition différents types de monnaies et nous pouvons les choisir. Et le choix est très important pour l'éthique, puisque l'éthique, finalement, c'est de choisir est-ce qu'on veut le bien ou le mal. Et l'éthique, on la positionne évidemment à différents curseurs en fonction des personnalités, mais au moins maintenant, on a la capacité de choisir.